Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue en direct pour l'expérience Natura. Bonjour au Québec, à la France, à la Belgique et à la Suisse qui est avec nous aujourd'hui, qui allait même nous écouter en rediffusion. Aujourd'hui, le thème de l'entrevue, c'est vieillir en santé et mieux vivre les différentes étapes de la vie d'une femme, surtout la ménopause et la préménopause, grâce à la santé intégrative, aux huiles essentielles et leur pouvoir énergétique. Alors aujourd'hui, nous sommes en direct avec Jean-Yves Dionne et Lydia Bausson. Je vais les présenter dans quelques secondes, mais juste un petit rappel, pourquoi est-ce qu'on est tous là aujourd'hui? Eh bien, c'est parce qu'on a tous à cœur notre santé et notre santé naturelle. Donc, c'est pour ça qu'avec Jean-Yves, Lydia et 12 autres formateurs, nous avons créé le coffret de l'expérience Natura, donc 14 formations en ligne sur la santé au naturel. Vous avez un an pour suivre toutes les formations. Il y a même 5 formations à vie, 8 attestations qui vous donnent, 8 cours qui vous donnent droit à des attestations, 9 nouvelles formations complètement nouvelles et conçues exclusivement pour le coffret. Donc vraiment, c'est un très très beau cadeau à vous faire. Alors sans plus attendre, je vais présenter nos deux conférenciers. Vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le chat ou dans la partie conversée et je les poserai au fur et à mesure à Jean-Yves et à Lydia. Alors on a Jean-Yves. Jean-Yves, tu es pharmacien et apothicaire éclectique, fondateur de l'Académie de l'apothicaire. Tu es reconnu internationalement comme expert en santé intégrative. Et Lydia Bausson, tu es aromatologue, auteure et conférencière, cofondatrice de l'école holistique suisse Usha Veda. Mais aujourd'hui, tu es en Thaïlande en direct pour nous parler. Il est quasiment minuit, alors merci d'être avec nous aussi tard. Alors, Bonjour à peut-être tous. Jean-Yves, peut-être Jean-Yves, explique-nous un petit peu comment tu es arrivé, parce que tu es quand même pharmacien à l'origine et tu as Eh bifurqué oui, dans la santé au naturel. Explique-nous cette progression. c'est une bonne question. Oui, je suis pharmacien, toujours membre de l'Ordre des pharmaciens. Ne me cherchez pas dans une officine, je ne suis plus là depuis plus que 20 ans. Je me suis un peu spécialisé dans la généralité, dans les produits non brevetables, par un premier pas où c'est pas tellement la maladie qui m'intéresse comme la santé. La mienne, celle des autres, celle de ma famille, et je me suis aperçu que le coffre à outils pharmacologique classique ne répond pas à tout. Il répond à des symptômes, soulage des symptômes. Est-ce qu'il traite? Non, pas toujours. Et c'est un peu là où il faut s'intéresser à l'alimentation, au style de vie, aux produits naturels, aux plantes médicinales, etc., à la nutrition. Euh, et c'est un peu ça mon parcours que j'ai fait. J'ai glané des formations partout, d'où le mot éclectique. Hein. Puis pourquoi apothicaire? Parce qu'il n'y a pas de définition légale à ça. Hein. C'est l'ancêtre du pharmacien. Mais l'apothicaire, c'est mon grand-père qui préparait des prises, comme on disait à l'époque, donc des produits pour la personne devant lui. Contrairement à l'approche pharmaceutique actuelle qui est standardisée, qui est cliniquement significative. Oui, mais est-ce que moi, je suis une statistique? Pas nécessairement. Alors, tout mon travail s'est axé là-dessus, depuis formateur pour les autres professionnels jusqu'à communicateur dans les médias et maintenant l'Académie de l'apothicaire qui offre des formations pour monsieur, madame, tout le monde, c'est-à-dire vraiment accessible, pas dans un langage très pharmacologique, quoique j'utilise les mêmes mots parce qu'il y a une précision et je traduis toujours, je fais de la vulgarisation. Donc, dans cette fois-ci, je vous parle de 30 ans en santé, ben, parce que je considère que mon but dans la vie, c'est pas d'être une statistique à l'hôpital et d'être dans un hôpital de soins longue durée, c'est plutôt d'être chez moi avec les miens longtemps dans le bonheur. Merveilleux. Et alors, toi, Lydia, ton cheval de bataille, c'est l'aromatologie, c'est les huiles essentielles, les hydrolats. Raconte-moi un petit peu pourquoi ça t'intéresse autant. Bah, à cause de son efficacité, c'est très simple. Quand j'ai découvert les huiles essentielles il y a 35 ans à peu près, c'était quelque chose de relativement nouveau sur le marché. Et je suis comme une petite fille d'un médecin. J'ai une famille où tout le monde est plus ou moins dans le domaine médical et j'étais toujours très réfractaire à la chose. Ça ne m'intéressait pas du tout. Je ne voulais pas. Et bon, en Inde, on dirait c'est mon dharma, mon destin, je ne sais pas comment le dire. C'est vrai qu'un jour, j'avais découvert en fait des huiles essentielles et j'étais épatée par l'efficacité. Et puis, j'ai essayé d'explorer. Alors, vous imaginez, il y a 35 ans en arrière, la formation là-dessus n'était pas aussi riche qu'aujourd'hui. Mais voilà, j'ai pu suivre différentes écoles, différentes approches et j'étais juste épatée que c'est quelque chose qui est hyper efficace dans quasiment toutes les... pour la santé en général, mais ce n'est pas uniquement efficace au niveau curatif, c'est aussi en prévention. Et puis, c'est une thérapie qui est sensuelle. C'est ça aussi qui me plaît parce que c'est
il y a des odeurs, il y a des senteurs, on peut jouer avec, voilà, on peut les sentir, on peut se masser avec, etc., etc. Donc, c'est pas juste un protocole, on avale quelque chose, puis après, c'est bon. C'est l'aspect sensuel aussi qui m'attire beaucoup. Ouais. Génial. Alors, si on regarde un petit peu le sujet de la préménopause, hein, toutes les femmes vont passer théoriquement par cette étape de la vie. Je me tourne alors vers tous les deux déjà. À quel âge ça arrive? Bon, je sais que c'est différent chez toutes les femmes, mais environ à quel âge? Puis combien de temps ça dure? Puis c'est quoi les symptômes? OK. Est-ce qu'un homme a le droit de parler ici? Oui, vas-y. Je te donne la priorité. Ah là là, merci. Ben, écoutez, la première chose à savoir, c'est qu'il y a deux réalités. Il y a une réalité médicale, la ménopause, c'est l'arrêt des menstruations, puis la définition médicale, c'est 1 an après. En réalité, la période commence facilement 10 ans avant l'arrêt des menstruations, avec toutes sortes de troubles. On parle de troubles de sommeil, troubles de la peau, troubles des cheveux, de la vision, mais c'est surtout la sphère psychologique qui est atteinte, troubles de concentration, sautes d'humeur, etc. Puis c'est pas vrai que c'est dans votre tête, là. Hein, je vais être clair, là. C'est pas « vous virez folle ». C'est pas vrai, là. C'est qu'au niveau de la tempête hormonale que vous subissez à ce moment-là, il y a toutes sortes de choses, notamment la progestérone qui baisse, et la progestérone dans le corps, ben, c'est un anxiolytique naturel. Ce qui fait, quand vous voyez une maman avec une marmaille autour d'elle qui est complètement zen, vous comprenez pourquoi le père n'est pas capable de le faire. Parce qu'elle a un anxiolytique naturel. Oui, mais quand l'anxiolytique part, ben là, tout le système est débalancé et là, on a un paquet de problèmes qui apparaissent. Certaines femmes ont une ménopause parfaite, mais c'est un peu l'exception dans notre monde. Alors, ce n'est pas une des formations que j'offre ici, mais j'ai une formation ménopause dans mon catalogue sur l'Académie de l'apothicaire, puis je fais la part des choses entre l'hormonothérapie bioidentique et non ce que nos mères ont prise, et les autres produits, les autres approches, la gestion du stress, le rôle du cortisol, etc. Fait que j'ai assez parlé, c'est à toi, Lydia. Oui, alors tu as déjà dit pas mal de choses, notamment en fait cette baisse du progestérone qui joue des grands tours à la femme, effectivement, et puis que d'un coup, avec cette baisse de progestérone, ben, un des autres symptômes aussi qu'il y a, c'est que ça chamboule pas mal le métabolisme. Et ça veut dire très souvent ce qui arrive chez les femmes dans cette phase de préménopause. Si avant, elles pouvaient manger 3 plaques de chocolat sans problème, sans prendre 1 gramme, après, elles voient la plaque de chocolat, elles ont pris 2 kilos. Donc, c'est injuste. Oui, d'accord avec vous. Voilà. À part tout cet aspect, comment dire, déjà psycho-émotionnel et les montagnes russes, à quoi la femme est d'un coup exposée et qu'elle doit gérer, elle doit aussi gérer les autres aspects physiques et d'un coup, son corps réagit plus comme d'habitude. Il ne métabolise plus les choses comme d'habitude, en fait. Hein. Ça veut dire très souvent, des femmes qui avaient avant un feu digestif extrêmement bon et intact, digèrent plus si bien qu'avant, prennent facilement du poids, ils ont facilement des flatulences, l'abdomen qui gonfle, etc. Donc, il y a donc, à part tout l'aspect psycho-émotionnel, aussi beaucoup d'aspects physiques qui ne sont pas forcément des moments agréables pour les femmes à passer. Hein, ça veut dire, alors évidemment, après, avec des petits pics de leur entourage, tu as pris du poids, tu devrais faire un peu plus de gymnastique, tu devrais faire un peu plus d'exercice, tu devrais manger moins. Voilà, beaucoup de conseils qu'à cette période-là de la vie, on les digère aussi moins bien que d'habitude. On peut le dire comme ça. Et là, justement, je pense avec les plantes et des méthodes dans les médecines naturelles, on a beaucoup, beaucoup de solutions pour accompagner les femmes dans cette phase de vie. C'est d'ailleurs un des chapitres que j'ai dans l'e-learning que vous allez découvrir dans le coffret parce que c'est extrêmement important de prendre ça en considération. Parce que très souvent, on parle de la ménopause, on parle pas aussi souvent que ça de la préménopause, qui est quand même, qui peut durer, comme dit Jean-Yves, 10 ans, facilement. Absolument, et on devrait en parler. Et c'est exactement. Les femmes dans un milieu professionnel où la performance va être affectée parce qu'ils ne se sentent pas bien, ce n'est pas un jugement de leur qualité, c'est un trouble intérieur important, puis on devrait s'en occuper longtemps avant les bouffées de chaleur. Là. Exactement.
Et ce qui veut dire aussi, si on s'occupe avant, j'aimerais juste compléter, si on s'occupe déjà au moment que la préménopause commence, très souvent, ce qui se passe, c'est que la ménopause est vécue juste comme une étape très harmonieuse. Ils auront moins de bouffées de chaleur, ils auront moins les désagréments, ils ont beaucoup moins tous ces effets secondaires qui sont associés à la ménopause, en fait. Hein. Exactement. Et on dit souvent que l'utérus, d'ailleurs, est le deuxième cerveau chez la femme. Oui, vrai, pas deuxième vrai? cerveau, deuxième foie, ça deuxième beaucoup de choses, l'utérus. J'aime mieux parler de l'intestin comme l'autre cerveau, c'est plus, voilà, fort dans ma compréhension des choses. J'ai une tendance, comme j'arrive de dire, je pense, le deuxième intestin, le deuxième cerveau et surtout le plexus solaire, c'est l'intestin grêle, ça veut dire c'est tout notre microbiote, etc. Mais l'utérus, selon la médecine chinoise et l'Ayurveda, on dit c'est très proche en fait de notre foie. Et le foie, c'est l'organe aussi de nos émotions. Et ça veut dire quand il s'enflamme, ben, on se met en colère. Et quand l'utérus s'enflamme, ben, on se met en colère aussi. C'est aussi simple que ça, en fait. Et faire attention parce que l'étymologie nous démontre l'aspect macho de notre médecine, parce que hystérie et utérus, c'est le même mot latin. Alors, quand on vous enlève l'utérus, on vous enlève l'hystérie. Oui, c'est dramatique. Sans commentaire. Heureusement que les Grecs l'ont appelé matrice, c'est mieux. Oui, tant mieux, ben oui, bien d'accord. C'est ça. Mais c'est là où il faut, entre autres pour les femmes, c'est Puis d'ailleurs, toute personne qui vieillit, et je fais partie du lot, c'est un combat, je dirais presque de chaque instant, de ne pas tomber dans l'agisme, de dire « Ah, c'est parce que tu es vieux. Ah, je ne te prendrai pas parce que tu es vieux. » Ben, là, wow! On peut être très âgé et ne pas être vieux, puis on peut être un jeune adulte et être vieux. C'est entre tes deux oreilles, ça, là. Je peux avoir un cerveau aussi actif et aussi, puis ceux qui m'ont vu soit en conférence ou en atelier, mettons, ça va vite en dedans. Et c'est pas parce que j'ai l'âge que j'ai qu'il faut que ça arrête. D'où le nom de la formation qui s'adresse aux hommes et aux femmes, 30 ans de plus en santé, parce qu'on va tous vieillir comme un cognac ou on peut vieillir comme un vinaigre. C'est notre choix, ça. Alors justement, Jean-Yves, merci pour cette transition. Pourquoi est-ce que certains vieillissent plus vite puis d'autres moins vite? Écoute, il y a plusieurs facteurs. Okay? Le principal facteur, il est alimentaire. On mange mal, point. Historiquement, les Français étaient protégés de ça parce que, puis là, je vais être méchant 2 minutes, les Français ont une tête de cochon et on avait une tradition alimentaire très forte et la tenaient. Et là, ils se sont laissés pervertir par le monde américain et mangent de plus en plus transformés. C'est vrai ici, c'est vrai là-bas, c'est vrai partout, c'est vrai en Afrique. L'alimentation transformée, les additifs, etc., affectent. Le deuxième facteur pourquoi on vieillit plus vite, c'est le stress. Le stress de toutes parts, le stress, parce que dans le stress, il y a la notion de contrôle, il y a la notion de nouveauté, il y a la notion de menace. Puis là, je fais référence aux travaux de Sonia Dupier. Mais aujourd'hui, on est dans un environnement et pensez simplement à je vais vous le montrer, notre foutu téléphone qui est plein de petites sonnettes à la con qui viennent nous chercher tout le temps. C'est une source de stress. Alors, ces deux facteurs-là, on peut rajouter le manque de valorisation, etc. Dans les sociétés où on vieillit bien, le stress est moins fort, l'alimentation est conforme à une tradition, peu importe laquelle, et on valorise la personne âgée. Et on s'aperçoit que des personnes plus âgées, les centenaires, ceux qu'on aime regarder, ceux à qui on a le goût de jaser, ils ont toute une caractéristique particulière. Ils ont une psychologie où c'est des éternels optimistes qui voient le verre à moitié plein, qui ont toujours le bon mot à dire, puis c'est comme ça va bien, ça a toujours bien été, je ne vois pas pourquoi ça irait mal. Voilà. Je peux rajouter quelque chose à ça? Ben oui. Oui, je suis 100% d'accord avec Jean-Yves, absolument. Je trouve assez joli aussi comme l'Ayurveda, en fait, l'explique. Ça veut dire on n'est pas assez soucieux de freiner le processus de vieillissement aussi. En Ayurveda, donc, on base la connaissance de l'être humain sur les 5 éléments et avec l'âge, naturellement, l'élément air augmente. Ça veut dire ce qu'on appelle vata augmente, ce qui veut dire le système nerveux devient plus fragile. Donc, le stress est perçu encore plus que d'habitude.
parce qu'on retourne gentiment vers l'air, vers l'espace, vers l'éther, ce qui est normal, ce qui est un processus normal. Par contre, si on intègre dans notre vie quotidienne tous les éléments qui baissent cet élément, en fait, qui le harmonise, qui le balance, ça veut dire si on mange chaud, si on s'huile tous les jours, parce que c'est le contraire, ça c'est quelque chose de matière qui est lourde, qui est hydratante. Toutes les composants qui sont l'opposé à cet élément air qui est asséchant, qui est froid, qui est rugueux, bah, ça veut dire c'est comme si on renversait le processus de vieillissement. Mais lubrifier le corps à l'extérieur, c'est une chose, mais il faut aussi le lubrifier depuis l'intérieur et pas avec de la graisse animale. Mais non, il y a des huiles qui sont très précieuses et très sains pour nous, en fait, parce que on doit faire les deux choses. En fait. Et on peut voir très clairement les maladies dégénératives comme Alzheimer et autres, par exemple, dans un pays comme l'Inde, statistiquement parlant, existent beaucoup moins que dans nos pays qui devraient être en meilleure santé, qui sont tellement développés, soi-disant, etc. C'est tellement vrai. Parce qu'on mange plus sainement, parce qu'on garde encore une nourriture qui est d'origine, en fait. Hein, tradition, on chauffe pas, voilà, on chauffe pas au micro-ondes parce qu'on n'a pas les moyens pour se payer des micro-ondes. On s'huile le corps de l'intérieur, de l'extérieur tous les jours. On fait des cures justement de détoxication et de lubrification intérieure. Et ça freine le processus de vieillissement aussi. Tout à fait. D'ailleurs, je commence ma formation dans une des premières diapos avec un graphique qui montre le coût du système de santé et l'espérance de vie. Et le cancre de la classe, c'est les Américains. Ça coûte plus cher et ont l'espérance de vie la plus basse de tous les pays occidentaux. C'est vraiment fascinant. Tu vois, en tête de peloton, le Japon, puis à la fin, le plateau, là, où ça coûte super cher, et ils ont baissé en bas de 80, c'est nos Américains. Alors, les outils, qu'est-ce que je peux faire en termes alimentaires? Puis je corrobore ce que Lydie a dit. Il y a plein de choses qui sont dans la formation sur comment s'arranger pour que, excusez, là, je vieillis chronologiquement parlant, mais pas nécessairement biologiquement. Et dans certains cas, je peux rajeunir. D'où je peux me gagner 30 ans de plus en santé par rapport à mon concitoyen qui mange de la nourriture de dépanneur. Et est-ce qu'on pourrait dire que les femmes vieillissent mieux que les hommes ou inversement, ou ça n'a rien à voir avec le sexe de la personne? Il y a un grand pôle à discuter là. Les femmes ont habituellement une espérance de vie plus longue que les hommes. Y a-t-il une raison métabolique, génétique peut-être? Mais cette différence-là tend à s'amenuiser dans les sociétés occidentales. Alors, ça dépend comment c'est vécu, parce qu'on vient à la ménopause. Si la ménopause est très, très mal vécue et on ne la supporte pas d'aucune façon, c'est clair que cette femme-là vieillit beaucoup plus vite que sa consoeur qui fait ce qu'il faut pour passer une ménopause sereine, que ce soit des hormones bioidentiques ou peu importe la stratégie utilisée. Alors, c'est un phénomène qui fait que cette période de la vie si importante entre 40 et 60 va déterminer si je me rends à 90 heureux avec le sourire ou bien si je plante à 75 parce que je suis malade. Oui, puis je pense l'autre chose est aussi que selon mon expérience, ce n'est pas l'expérience comme elle est au Canada, Jean-Yves, mais c'est vrai, notre public cible, c'est souvent, les femmes sont quand même beaucoup plus nombreuses que les hommes, et on dirait, vu de l'extérieur, qu'elles sont peut-être plus conscientes, ou bien plus rapidement conscientes de l'alimentation, déjà par nature maternelle, parce qu'ils veulent pour leur enfant, ils commencent par ça. Ça veut dire tu veux que les enfants mangent, que la famille mange sainement, etc. Tu veux les soigner d'une manière correcte, etc. Et je pense que c'est un facteur qui contribue au fait qu'elles-mêmes aussi vont plus prendre en considération leur santé, ou plutôt les hommes souvent commencent à réagir quand ils vont déjà mal. Ça veut dire quand ils commencent à avoir des bobos, là ils commencent à se dire il y a peut-être quelque chose que je dois faire. Absolument. Puis, il y a une question ici qui parle de l'alimentation, mais de la génétique et de l'épigénétique. Puis ça vaut la peine de poser la question parce qu'on s'y intéresse dans la formation. Je ne la fais pas tout seul. Hein. Je la fais avec un chercheur qui s'appelle Éric Simard, qui est spécialisé dans le monde du vieillissement. Et on s'est aperçu, recherche à l'appui, qu'il existe quelques gènes de maladie, mais il n'y a pas de gènes de longévité.
Et essentiellement, la longévité en santé, c'est des habitudes de vie. Donc là, on parle d'épigénétique. La différence, la génétique, c'est votre code génétique. L'épigénétique, c'est ce que vous faites avec. C'est vos émotions, c'est vos aliments, c'est ce qui inhibe, ce qui induit. Et c'est là où le rôle des polyphénols, de l'alimentaire, des émotions va avoir un impact. Et on s'est aperçu, entre autres, une étude qu'on sait qui se passe en Angleterre, qui n'est pas un pays connu pour une longévité si extraordinaire, mais il y a des familles, il y a des noyaux en Angleterre où tout le monde est plus vieux, incluant les conjoints. C'est plus de la génétique, ça, là. Si les conjoints embarquent dans le système, bien, ce qu'on a compris avec ces études-là, c'est que la culture familiale est tellement forte que les conjoints et les proches adhèrent à cette culture-là et c'est une culture qui nous amène à mieux vieillir puis se ramasser que tout le monde dépasse 90 dans le bonheur. Et j'aimerais rebondir à ça parce que, bon, comme je vous ai peut-être déjà dit dans des moments précédents, j'ai des origines grecques. Et il y a une île en Grèce qui s'appelle Ikaria où il y a le plus de centenaires du monde. Il dépasse même les îles japonaises et tout. Je pense juste à une amie qui vient de rentrer des vacances de Ikaria. Elle me disait, elle arrive par hasard dans un enterrement dans une église. Elle voit tout le monde en pleurs absolue et elle est partie trop vite, c'est pas possible, etc. Pour finir, elle se renseigne pour te demander quel âge avait la personne qui est décédée. Puis lui répond 95 ans, 95 ans. Elle était un peu choquée parce que la façon dont ils étaient, c'était comme si c'était une personne qui devait être très, très jeune. Et le moyen d'âge, il meurt autour de 108 ans. Donc, c'est quand même pas mal. On veut tous déménager là, finalement. Mais voilà, c'est une idée. On peut faire une communauté à Ikaria. Mais j'ai eu l'opportunité de discuter avec deux professeurs de l'université d'Athènes qui étudiaient justement le secret, entre guillemets, de ces gens d'Ikaria qui devenaient plus que centenaires pour la majorité du temps. Alors, eux, ils sont très, très, je veux dire, catégoriques. Ils disent, il y a l'huile d'olive grecque qui a plus de polyphénol. De polyphénol et des autres, un composant spécial qui a un effet très anti-inflammatoire. L'hydroxytyrosol. Voilà, exactement, tu as raison. On en parle. Voilà, ils ont un miel qui apparemment a beaucoup plus d'antioxydants que d'autres miels. Ils ont, bah oui, c'est pas pollué, hein, il n'y a pas de pollution sur cette île. Comme il n'y a pas beaucoup de transport, bah, ils doivent beaucoup marcher pour faire d'une chose à l'autre. Et la majorité n'est jamais à la retraite. Ils continuent leur activité. Ça veut dire qui est ce qui est. Et il y a une communauté sociale. Ils sont très liés entre eux. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme sociale extrêmement forte. Donc, personne ne se sent seul, personne ne se sent délaissé avec toutes les fêtes qu'ils ont et ainsi de suite et ainsi de suite. Et c'est des gens qui ont au moyen d'âge, c'est 108 ans. C'est quand même, je veux dire, ils battent les scores. Ouais. C'est en essence très pointu et très concret ce qu'on va dire dans la présentation, qui n'est pas un seul webinaire, mais qui est 3 webinaires. On a 4 heures et demie de matière à vous donner. Alors, on commence avec le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui fait qu'on vieillit plus vieux, blablabla, ou qu'on vieillit plus vite, avec des outils, des solutions, depuis des substances pointues. On parle de l'huile d'olive, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les doses, et c'est vraiment concret. C'est un coffre à outils qu'on vous offre. Effectivement, puis j'ai eu la chance de la regarder, Jean-Yves, puis je confirme, c'est une formation vraiment, trois petites formations dans une finalement, très pratico-pratique. Puis il y a plein de choses dont on ne se doutait pas, mais qui ont un impact énorme sur notre vieillissement et comment mieux vieillir en santé. Lydia, je me tourne également vers toi parce que j'ai vu aussi ta formation vraiment très, très intéressante. Et toi, tu jumelles beaucoup l'aromathérapie avec l'Ayurveda, avec les chakras, et tu associes en fait j'allais dire les maladies, mais ce n'est pas les maladies, les symptômes ou les problèmes qu'on a en vieillissant à différents chakras dans notre corps. Si on regarde par exemple la ménopause, à quel chakra elle renvoie? Alors, ce qu'il faut être conscient, c'est que chaque chakra, parce que vous faire dans la théorie sur les chakras, on sera là encore dans 3 jours. Et je vais aller beaucoup plus dans les détails dans la formation. Mais ce qu'il faut être conscient, c'est que chaque centre énergétique, qu'on peut appeler chakra, et ça c'est parce que c'est ma formation, mon background, correspond à un de nos besoins spécifiques. Et on a tous les mêmes besoins. Mais par contre, si ce besoin spécifique provoque chez nous de la souffrance et qu'on n'arrive pas à le résoudre selon le développement en fait qu'on a, ça veut dire c'est comme si nous hante tout le temps.
Donc, on peut dire le premier chakra, c'est le besoin de sécurité. Besoin de sécurité, on a tous besoin de se sentir protégé en sécurité, etc. Et il est lié au premier chakra, ça veut dire à notre ancrage, à notre enracinement, etc. Et celui-là, il gère tout notre système cardiovasculaire en général. Le deuxième a proprement à voir avec notre sexualité, avec notre capacité, la créativité, la communication, notre capacité de se lier physiquement avec quelqu'un d'autre, etc. Et là aussi, c'est plutôt toute notre phase de femme, ça veut dire de l'adolescence plus ou moins, la maternité, notre sexualité, etc. Et puis on arrive à un certain temps, si ces deux, et ça c'est le besoin de variété, de créativité, de procréer aussi. Hein. Et si ces deux phases n'ont pas été remplies et satisfaites en fait, et nourries ou équilibrées, bah, c'est clair, c'est vers la préménopause, ménopause que le plexus solaire devient actif ou hyperactif, justement. Il est actif chez tout le monde dès qu'on est fonctionnel, mais si les deux autres sont dysfonctionnels, celui-là, il devient trop important. Ça veut dire on commence à trop intellectualiser les choses, on se déconnecte en fait de nos besoins sensoriels, physiques, de notre ressenti, de notre intuition, et on mentalise, on intellectualise tout. Et ça, en même temps, c'est le siège de notre feu. Pas pour rien qu'on a des bouffées de chaleur, ça veut dire c'est une métaphore en quelque sorte, hein. Mais c'est le feu digestif aussi, c'est le siège. Alors en préménopause, si on peut le dire en quelque part, ce feu digestif, Agni, comme on dit en Ayurveda, il est bousculé. Comme j'ai déjà dit, la progestérone, déjà chimiquement parlant dans notre corps, la progestérone est en train de baisser. Et comme avec la baisse de progestérone, ça veut dire notre feu digestif est perturbé. Ça veut dire tous nos processus métaboliques dans notre organisme sont perturbés. Donc, si je parle de métabolisme, ce n'est pas uniquement le métabolisme de comment je métabolise une nourriture, mais aussi comment je métabolise une expérience, comment je métabolise une pensée, comment je métabolise en fait une connaissance que je veux adopter, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui suivent des cours et puis comme des consommateurs, on prend note et puis, mais après on ne suit pas. Et ça, ce n'est pas métaboliser justement, c'est juste prendre note de quelque chose. Et si les deux autres sont dysfonctionnels, ça veut dire si on n'a pas vécu en fait les deux autres à fond, bah, ça veut dire c'est clair que le troisième ne peut pas fonctionner de manière saine, tout simplement. Et les premières étapes, ce que je dis toujours pour que ça fonctionne bien, c'est déjà prendre conscience, ok, se poser tout simplement la question où je suis aujourd'hui, qui je suis en tant que femme. Est-ce que mon besoin de sécurité est satisfait? Est-ce que mon besoin de variété est satisfait? Est-ce que je me sens reconnue et respectée en tant que femme, en fait, tout simplement? Et je pense si on peut répondre avec oui à toutes ces trois questions, ben c'est déjà, je pense que cette étape sera déjà beaucoup plus facile. Par contre, si mon besoin de sécurité est excessif, j'ai peur de tout changer, que mon besoin de variété est aussi pas satisfait parce que je m'ennuie, parce que je suis pas bien, parce que je ne suis pas satisfaite pour ci ou pour ça, c'est clair que je ne vais peut-être pas me sentir respectée, je ne me respecte même pas moi-même et je ne me ressentirai pas reconnue. Et là, déjà au niveau métabolisme, énergétique et physique, ça veut dire on va faire face à certaines choses. Mais évidemment, on a, comme je disais, l'aromathérapie est quelque chose de sensuel et sensoriel. Et on peut faire beaucoup de rituels, si je peux le dire comme ça, avec des huiles essentielles, avec des hydrolats qui peuvent nous accompagner, nous apaiser, qui travaillent sur le système nerveux d'une part, mais qui peuvent travailler sur notre métabolisme, qui peuvent travailler sur notre capacité d'intégrer quelque chose et qui peuvent nous ouvrir à autre chose, nous rendre plus réceptifs. Alors, il y a une question dans le chat, peut-être je vais me tourner vers toi, Jean-Yves. C'est un témoignage que je vais transformer en question. Une dame qui nous dit, voilà, moi j'ai eu mes enfants à 40, 41, ménopausée à 51. On a parfois l'impression qu'il faut faire ses enfants avant 35 ans parce qu'après les ovules sont de moins bonne qualité, alors que peut-être pas forcément. On peut très bien justement vieillir en santé, vieillir mieux. Et les femmes, maintenant, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, depuis peut-être les 10-15 dernières années, les femmes pensent d'abord à leur carrière et ont des enfants beaucoup plus tard. Donc si on vieillit bien, on peut être encore une bonne maman passé 40 ans. Écoute,
La question n'est pas sur la qualité, parce que il est vrai que dans notre société, puis c'est pas juste depuis 15 ans, hein, ça fait pas mal longtemps que les femmes pensent à faire leur carrière en premier, puis c'est correct, notre société est rendue là. Par contre, biologiquement parlant, notre pic de fertilité, ben, c'est à une époque où on ne peut pas avoir d'enfants, genre 16 à 18 ans. Dans nos sociétés, c'est impassable, puis je ne dis pas ça, c'est une observation, là. Et d'avoir des enfants beaucoup plus tard, bien, la ménopause arrive toujours 50, 52, dépend de la femme. Et donc, le corps va changer beaucoup. Par contre, la qualité d'être une mère, je m'excuse, ça n'a aucun rapport avec ça, là. Et la qualité familiale, ce que Lydia a expliqué, les différents besoins, c'est une question d'interaction avec son milieu familial, son conjoint, ses enfants, l'entourage. C'est beaucoup plus là, la réalité, que Oui, de je me suis peut-être dire mal exprimée, effectivement. C'est qu'on peut on est encore on fertile doit encore être après 40 ans. fertile à un autre niveau. Mettons ça comme Mm. ça. Oui, c'est plus difficile. Puis d'ailleurs, en médecine, on est tellement gentil avec les mots. À partir de 35 ans, vous faites une grossesse gériatrique. C'est joli, hein? J'aime ça, moi, les mots, comment ça nous envoie une massue sur la tête. Mais la question est même pas là. C'est qu'une fois qu'on a constaté, madame est enceinte à un âge qui est considéré comme vieux, ça va bien, elle accouche, ben, elle va avoir peut-être pas la même énergie qu'une femme plus jeune dans la vingtaine, mais elle va être entièrement mère, puis elle va faire son travail de mère et la relation avec ses enfants. Arrive la ménopause, c'est une épreuve de plus au sens où si c'est pas bien vécu, c'est pas bien traité dans le sens de se bien traiter, pas dans le sens médical du terme, ben là, ça devient un fardeau de plus parce que la tempête hormonale est en aucune relation avec ce qui se passe. Puis imaginez un ado et une tempête hormonale chez la femme, c'est pas facile à vivre. Hein, je peux vous le dire. Nous aussi, on a été très vieux aussi. Mon premier, on avait 33 ans tous les deux et on a eu les filles à 40. Fait que je comprends très bien ce qui est expliqué là. On est vraiment dans ce monde-là où il faut déconnecter de la vision sociale et de se reconnecter sur ce qui fait du sens pour nous. Le formatage collectif est terrible des fois et la manipulation par ce formatage. Et je pense, une fois de plus, là, on peut faire référence à des connaissances ancestrales. De nouveau, ça veut dire il y a des moyens pour pouvoir purifier l'utérus, pour pouvoir, même il y a des plantes qui vont stimuler la production de progestérone parce que la baisse de progestérone va également aussi avoir un impact sur la fertilité, en fait, sur Absolument. la fécondité. Donc, il y a des plantes qui peuvent augmenter, en fait, la progestérone. Il y a des plantes qui peuvent nettoyer l'utérus. Par exemple, une plante comme le romarin, notamment le romarin de chémotype verbenone, pour dire, il a d'une part un très grand effet régénérateur et purificateur au niveau du foie et de l'utérus, et il stimule la production du progestérone. Ça veut dire même si on veut pas, même si on n'a pas des plans de faire des bébés, je pense que c'est de toute façon très utile de nettoyer son utérus avant cette phase ou pendant cette phase de préménopause, parce que plus cet utérus il sera encore fonctionnel et propre, ça veut dire mieux on vivra cette étape parce qu'on est ça veut dire on le garde en santé, on préserve cette santé en fait tout simplement. Et le romarin c'est par exemple une plante de détox par excellence, on peut le dire comme ça, que ça soit sous forme de tisane, que ça soit sous forme d'hydrolat, que ça soit sous forme d'huile essentielle, que ça soit dans l'alimentation tout court. C'est une plante qui a un effet très fort au niveau de la détox des reins, du foie et de l'utérus aussi. Ouais. Et alors souvent en ménopause, les femmes disent moi j'ai pris 5, 10, 15 kilos. Est-ce que c'est un phénomène normal? Est-ce qu'on peut l'éviter? Est-ce qu'on peut le prévenir? De nouveau, si je peux rebondir sur ce que j'ai déjà dit, en fait, c'est vraiment que la progestérone baisse et avec cette baisse de progestérone, on a souvent, la majorité du temps, le feu digestif qu'on appelle Agni en Ayurveda baisse, ce qui veut dire le métabolisme n'est plus aussi fort, aussi puissant qu'il était auparavant, ce qui veut dire on métabolise moins bien ce qu'on mange, ça veut dire. Et puis on fait très souvent l'erreur en fait, surtout en Occident, qu'on commence à manger moins, on commence les régimes, et c'est encore pire parce que ça veut dire moins tu vas manger, plus tu éteins ton feu digestif.
Et ça veut dire plus ça, tu vas être sujet à prendre du poids. Et puis, c'est aussi une histoire de nature profonde. On est aussi formaté que chaque femme doit avoir la taille 36, etc., etc. Mais ça veut dire, selon ta nature primordiale, peut-être ton énergie vitale, parce qu'à la fin, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que tu sois en santé, que tu sois heureuse, que tu te sens belle, que tu te sens désirée, que tu jouis de la vie, tout simplement, on peut le dire comme ça. Et c'est pas, on ne peut pas standardiser, en fait, c'est ça. La chose la plus importante, c'est que tu sois en santé, parce que c'est là où tu es la plus belle, en fait. Tu es en santé. Ça c'est mon opinion, je pense. Jean-Yves, je ne sais pas si tu penses je la même partage chose. la même opinion. Je veux Voilà. juste dire une petite phrase sur ta question, Aurore. Tu mentionnes, est-ce que c'est normal? Alors, il faut définir c'est quoi normal. C'est normal parce que la plupart des femmes le vivent, mais ce n'est pas normal parce que ce n'est pas bien. On peut avoir une période de la vie, un vieillissement, une ménopause, tout à fait en santé, avec tous les aspects de la santé, pas juste une certaine santé selon les tests médicaux. Ça, c'est un aspect. Mais je peux avoir des tests médicaux parfaits et être en très mauvaise santé, ne serait-ce parce que je ne me sens pas bien. Alors, le 10 à 15 kilos, ou 10 à 15 livres plutôt, parce que je ne sais pas, 15 kilos, je pense faire beaucoup, ça. 30 livres, c'est beaucoup. Mais l'idée, c'est que beaucoup de femmes vivent ça comme si c'était une fatalité. Ben, ce n'est pas une fatalité. On doit penser autrement pour dire, attends, il y a des choses à faire pour prévenir, pour ne pas tomber dans le piège, pour renverser la machine. Ce que Lydia fait avec des huiles essentielles, moi, je le fais avec d'autres choses, mais le but est le même. Le but est vraiment de comment est-ce que moi, comme individu, toi, comme individu, toi à qui je parle, là, vraiment de comment je peux être en meilleure santé. Puis c'est tous les aspects, le psychologique, mental, physique, hormonal, ça fait toute partie de l'histoire, ça, là. Alors, Lydia, on a une petite question quand tu as parlé du romarin. Une dame qui demande est-ce qu'on peut mettre une goutte de romarin dans la nourriture? Alors, moi, je ne suis pas une grande adepte de mettre des huiles essentielles dans la cuisine parce que je trouve qu'on dispose de tellement d'herbettes et d'épices qui sont d'ailleurs très bons pour le feu digestif. D'ailleurs, une des choses que je conseille toujours, en fait, c'est vraiment utiliser des épices dans la cuisine parce que ça va stimuler votre feu digestif. Utiliser des herbes aussi type gingembre, etc. Et puis, l'huile essentielle, il faut vous imaginer, vous mettez une goutte, c'est comme si vous mettez un tas comme ça de romarin, en fait. Et ça peut falsifier le goût et ça ne sera pas bon. La nourriture doit être bon, en fait, tout simplement. J'aurais peut-être pour plus tendance à dire l'hydrolat, pourquoi pas? L'hydrolat, c'est quelque chose qu'on peut utiliser beaucoup plus facilement dans les smoothies, dans les jus verts, par exemple, de détox, etc. Là, ça va très bien. L'huile essentielle, je le utiliserai vraiment, si c'est par voie interne, beaucoup plus dans un but médical, en fait, ou des fois dans les nettoyages du foie, en association avec de l'huile d'olive, par exemple. Et du citron, là, ça peut être excellent, justement, pour nettoyer le foie et l'utérus, par exemple. Mais on peut, par contre, au lieu d'aller vers le concentré ultime, qui est l'huile essentielle, qui est probablement le produit naturel le plus concentré qui existe, la simple fait d'utiliser la même plante dans ma bouffe va me conférer une partie des arômes, une partie des trucs. Alors, c'est une très bonne idée de mettre du romarin, du thym, de l'origan. En saison de contagion, amusez-vous, mettez-en les épices chaudes pour le feu digestif. On est vraiment sur le même monde. C'est juste que les huiles essentielles sont des outils très pointus, très concentrés, et on ne veut pas en abuser. Non. Je me trompe? Voilà. Je suis absolument du même avis. C'est sûr. Exact. Donc, par contre, ce qu'elle peut faire, c'est vous pouvez faire une chose que je conseille toujours, c'est utiliser l'hydrolat de romarin, qui est quand même, il a toute l'information de la plante et c'est quand même différent que, c'est vrai, moi, dans mon jardin, j'ai du romarin, etc., que je transforme souvent en tisane, etc., et que je fais profiter tous mes employés et tout, parce que je trouve que c'est quelque chose de très, très sain d'une part, et c'est bon, même au niveau du goût. Mais l'hydrolat, ça veut dire, fait quand même aussi partie de ces grands hydrolat de détox, en fait, tout simplement, et ça veut dire on peut l'utiliser, moi je dirais, faites des cures, par exemple, pour revenir sur cette prise de poids, etc., rien que faire, par exemple, 2 fois par année, 40 jours de cure avec un hydrolat de romarin qui a en même temps un effet très positif sur la production du progestérone, c'est déjà quelque chose qui peut aider de ne pas prendre autant de poids et de
préserver son métabolisme, en fait. Ça ne sera pas la seule chose, mais ça peut contribuer aussi. Et c'est facile à faire. Exact. Alors, on voit comment vous êtes hyper complémentaires tous les deux, mais avec vraiment vos spécificités chacun. Alors, peut-être en 2 mots, chacun, vous allez nous redire un petit peu la formation que vous offrez. Donc, Jean-Yves, tu offres la formation 30 ans de plus en santé. Donne-nous les 2-3 grands apprentissages qu'on va ressortir avec ta formation, puis qu'il faut absolument l'écouter. OK. Ben, 30 ans de plus en santé, c'est l'anti-âge, mais vu du côté positif et non du côté négatif. Alors, qu'est-ce que je peux faire en termes alimentaires, en termes suppléments? Quelles sont les substances? Vous avez entendu parler du resveratrol. Ça fonctionne comment? Quelles doses sont utiles? Dans quel aliment je les trouve et dans quel supplément je les trouve? Alors, c'est le genre de truc très concret avec, au départ, les facteurs de risque. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire qui vont aggraver mon stress, la mauvaise alimentation, l'alimentation nord-américaine? Qu'est-ce qui sont les théories? Comment ça marche le vieillissement? Et quels sont les outils que je peux utiliser, moi, comme individu, sans nécessairement passer par mon docteur, me faire prescrire des choses. De toute façon, il ne comprendra pas ce bout-là. C'est des choses que je peux faire pour moi. Alors, c'est conçu comme ça, un coffre à outils, mais le pourquoi utiliser le coffre à outils. Et dans le coffre à outils, ceux que vous préférez sont les bons, pas nécessairement tous, ceux que vous choisissez. Génial. Et toi, Lydia, donc tu offres la formation, toute nouvelle formation que tu as conçue exclusivement pour le coffret de l'expérience naturelle, l'aromathérapie énergétique pour la femme. Toi aussi, en 2 mots, qu'est-ce qu'on retrouve dans ta formation qui va être hyper utile pour Alors, c'est 5 modules. On peut dire tout le coffret concerne 5 modules, donc 5 vidéos. Comme ça, on peut les voir de manière un peu espacée. Avec des grands thèmes, en fait, de la vie d'une femme. Ça veut dire, d'une part, de l'adolescence, jeune adulte, etc., avec ce qui peut concerner aussi les troubles de menstruation, ça veut dire les syndromes prémenstruels. D'autre part aussi, la période de la grossesse, de la sexualité, comment s'épanouir, comment pouvoir se laisser aller plus se connecter à son corps, à son amour. Et on associe, ça veut dire aussi avec une vision plus holistique, plus globale. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans mon système énergétique, dans mes centres énergétiques. Et puis, ce n'est pas juste une théorie, oui, c'est intéressant de savoir, puis après, non, ça veut dire quel impact ils ont ces centres sur ma santé, sur mon corps physique, sur ma psychologie, sur mes pensées. Ça veut dire qu'est-ce qui formate en moi, où est en fait tout le programme de ce centre et l'impact qu'il a et qu'est-ce que je dois faire pour qu'il reste en santé ou pour pouvoir l'équilibrer si c'est nécessaire. Donc, il y a également j'ai aussi mis dedans en fait des questions auxquelles on est souvent exposé parce que c'est quand même un grand sujet, on peut le dire comme ça. Ça veut dire aussi que souvent on a des croyances collectives qui disent « Oh, jamais une huile essentielle pendant la grossesse ». Et à la fin, les femmes, ils se privent d'outils merveilleux et précieux et prennent des fois des médicaments vraiment toxiques et durs parce qu'ils n'ont pas la connaissance nécessaire pour pouvoir utiliser ça à bon escient. Ce qui veut dire aussi, il y a beaucoup… j'ai fait un e-book exprès pour cette formation, que j'ai créé exprès pour cette formation, où on peut aller voir aussi les mesures de sécurité, quelles contre-indications existent et qu'est-ce que je peux utiliser en toute sécurité sans avoir peur, ça aussi, parce qu'on parle beaucoup, il y a des fois des messages très alarmants qui sont véhiculés par les médias, par les réseaux sociaux, par tout ce qu'on veut. Et c'est juste, c'est vrai, les huiles essentielles peuvent être dangereuses, c'est sûr, mais il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser en toute sécurité. Il faut savoir lesquelles, il faut savoir comment, il faut connaître le dosage. Et j'espère que vous pouvez profiter pleinement en fait de ça pour pouvoir les utiliser et exploiter complètement ce côté, cette thérapie, je dis essentielle et sensorielle, tout en sécurité, sans avoir peur que ça peut vous arriver quelque chose de grave. Un autre aspect aussi, quand on parle un peu, et ça veut dire souvent, on voit par exemple des femmes qui ont eu un cancer hormonodépendant, par exemple, cancer du sein, puis après ils sont en préménopause, en ménopause, et ils ont les symptômes comme les bouffées de chaleur, et puis ils disent « Ah non, je ne peux pas prendre des huiles essentielles » parce qu'en fait, ça a un impact au niveau des hormones.
c'est vrai, il y a des huiles essentielles qui ont en effet un impact sur les hormones, mais il y a des huiles essentielles hyper efficaces dans ce cadre de figure et qui sont absolument pas contre-indiquées, qui n'ont pas cet impact sur les hormones. Hein. Par exemple, si on utilise, pour une femme qui a eu ce problème-là, elle peut utiliser l'hydrolat de pistache à la place de cyprès et c'est très bon au niveau circulatoire parce que souvent, ça va de pair. Souvent, en préménopause, ménopause, on a aussi des symptômes circulatoires, les jambes lourdes, la cellulite devient plus important, etc. Ces désagréments-là, mais la pistache, c'est un hydrolat qui est fantastique pour ça et qui n'a pas un effet estrogène-like, comme par exemple le cyprès. Exactement. Alors, Lydia, ne révèle pas tout, Lydia, parce que sinon, les gens ne n'auront pas de secrets à découvrir dans ta formation. Merci infiniment, Lydia. Et ce que tu as rappelé quelque chose de très important, c'est le mot sécuritaire. Effectivement, vous pouvez trouver plein d'informations sur Internet. Ne vous fiez pas à ça. Fiez-vous à des vrais formateurs qui travaillent avec la clientèle depuis des dizaines d'années, comme c'est le cas pour Jean-Yves Diom, comme c'est le cas pour Lydia Bosson. Faites attention à ce que vous faites, parce que oui, c'est une santé naturelle, mais on n'utilise pas les hydrolats, les huiles essentielles, les produits de santé naturelle, n'importe comment. Donc, suivez les conseils de vrais experts comme Jean-Yves Gunn et Lydia Bosson. Un petit secret pour vous également, cette année, les formateurs vous offrent de très, très beaux bonus si vous achetez avec leur lien à eux. Alors, Jean-Yves a un super beau bonus, Lydia a un super beau bonus. Donc, je vous encourage tout de suite à aller vous inscrire à leur infolette, leur newsletter, à aller voir sur leur page Facebook, voir sur leur site web pour découvrir quel est le super beau cadeau qu'ils vous offrent si vous achetez avec leur lien à eux. Donc, allez voir tout ça. L'expérience Natura, donc c'est 14 formations pour le prix d'une seule. Ça ne vaut vraiment pas la peine de le manquer. C'est en vente jusqu'au 30 octobre, donc faites vite. Et je vous dis merci infiniment à tous ceux qui nous ont écoutés, à ceux qui vont nous écouter en rediffusion. Merci infiniment à Jean-Yves Dion et Lydia Bosson. C'est toujours un privilège de vous avoir avec nous. Et je vous dis à demain pour une toute nouvelle entrevue. Merci. Salut tout le monde. Au revoir. Au revoir.